Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Mais pour commencer, petit aparté. On commence par vous. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Elisabeth de Fontenay, j'ai enseigné la philosophie toute ma vie et par ailleurs j'écris des livres sur l'animalité, mais sur d'autres sujets aussi. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Parce que je suis en un sens une spécialiste du propre de l'homme, dans la mesure où j'ai critiqué très fortement cette notion sur un plan philosophique et que, effectivement, je rencontre les paléo-anthropologues sur cette question du propre de l'homme. Même question, présentez-vous. Je m'appelle Pascal Pic et je suis paléo-anthropologue au Collège de France, ce qui veut dire un spécialiste, un chercheur sur les origines et l'évolution de la lignée humaine. Et pourquoi vous pour ce débat ? Alors ça, c'est une question d'abord, oui, parce que je suis connu, non ? Non, plus sérieusement, bien sûr, j'ai fait beaucoup de livres de vulgarisation scientifique, comme on dit, mais la question des origines est une question universelle, et c'est certainement pour cela que ce débat est toujours aussi riche et vif. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence, première partie. La première chose que j'aurais envie de dire, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que il n'est plus question de parler du propre de l'homme comme les métaphysiciens et les moralistes de la tradition philosophique l'ont fait. Toutes sortes de caractéristiques du propre de l'homme qui se sont égrenées au cours des âges et qui sont chaque fois remises en question par des découvertes, par l'évolution d'abord, la théorie de l'évolution, par la génétique, par la psychologie et par vos travaux en particulier, vous les paléo-anthropologues. Donc c'est une question qui est réglée pour moi. Maintenant, je n'accepte pas tout à fait, mais nous allons, je pense, en reparler, qu'on parle comme ça de l'animal humain, car je pense qu'il y a une certaine exception humaine. Mais pour répondre très précisément à la question, en tant que philosophe, en tant que la philosophe que je suis, je dirais qu'il ne faut pas définir le propre de l'homme. Alors, de notre côté, cette tradition qui vient de la philosophie, et en partie de la théologie, mais surtout de la philosophie, nous a été utile parce qu'effectivement, en nous fournissant des critères, ils ont été très utiles. Par exemple, la préhistoire. La préhistoire, ça a commencé avec l'homo faber, des philosophes. L'homme, c'est l'outil. Alors, lorsqu'on a découvert des outils de pierre taillée à côté d'ossements de mammouth, ça a ouvert un temps qui était beaucoup plus profond qu'on l'imaginait. Et est arrivée la question de l'émergence du genre humain. Alors, le genre homo. Alors là, il faut distinguer l'homme d'un point de vue biologique et l'humain qui est une question qui est plus d'ordre philosophique, me semble-t-il. Et à partir de là, nous avions donné comme critère cet héritage qui venait d'ailleurs d'une affirmation sur l'homme qui n'est pas fausse. L'homme est toujours bipède, il parle, il a des outils, il est symbolique, il a des systèmes sociaux, etc. Mais tout ceci avait été défini en dehors de toute connaissance des espèces les plus proches de nous. Donc c'était ça la difficulté. Donc on est passé de l'animal aux animaux, ce qui a permis de faire des classifications et d'arranger tout cela. Alors aujourd'hui, c'est désespérant, chère Elisabeth de Fontenay, comment nous autres paléanthropologues essayons de définir le genre humain vers 2 millions d'années, eh bien, ça se réduit à des petits critères sur des ossements. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire du réductionnisme. On ne réduit pas l'homme à des gènes ou à des bouts d'os, mais c'est une question de méthode, puisqu'effectivement, l'outil est partagé par plusieurs espèces ou autres. Donc, la grande difficulté pour nous, ça va être ensuite comment, une fois qu'on établit l'homme en tant qu'espèce biologique, intervient donc cette spécificité humaine, parce que toute espèce est unique, mais il y a quand même quelque chose dans la ligne humaine de particulier qui, évidemment, nous a été apporté par les philosophes et qu'on essaye de, non pas retrouver pour le valider, mais de comprendre un petit peu mieux ce que d'aucuns ont appelé le phénomène humain. Pourquoi parlez-vous de genre humain ?
Est-ce que c'est d'un point de vue scientifique que vous parlez de genre humain? Alors, effectivement, le genre Homo, pour être très clair, dans lequel nous avons aujourd'hui qu'une seule espèce qui est Homo sapiens, partout sur la Terre. Mais en définitive, cette situation d'aujourd'hui est tout à fait inouïe, puisque par le passé, il n'y a pas longtemps, il y a 40 000 ans à peine, il y avait plusieurs espèces d'hommes. Et moi, j'aime bien dire qu'il y a peut-être plusieurs espèces d'hommes, mais une seule humanité. Et donc, auquel cas, je ne suis plus sur le terrain de la paléanthropologie, mais sur le terrain donc de la philosophie. Oui, ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, parce que si vous voulez, quand j'ai écrit Sans offenser le genre humain, je n'ai en aucun cas critiqué les catégories, les résultats, les acquis des sciences, de la théorie de l'évolution, de la théorie synthétique de l'évolution. Et j'ai mis l'accent sur le fait que l'homme est une espèce, entre autres espèces vivantes, mais le genre humain est quelque chose qui se proclame, qui se décide en quelque sorte, et donc qui relève d'une histoire de l'homme qui n'est pas rabattable immédiatement sur l'histoire naturelle. Alors, il est vrai que l'on voit émerger avec le genre Homo, mais ça fait très longtemps en fait, l'espace du symbolique. Il y a toujours avec l'homme une médiation symbolique avec ce qui l'entoure. Quand arrivent les vrais hommes, il y a une corrélation entre cette morphologie des grands hommes et puis aussi des activités créatrices, notamment des outils des bifaces. Et là, on voit qu'il y a une recherche de forme, de beauté, de sens, d'esthétique, d'émotion. Donc tout ça crée une relation qui donne du sens. Donc il y a toujours une médiation qui se construit, on le voit de plus en plus, dans le genre Homo, en tout cas, qui passe par une représentation du monde sur laquelle on projette du sens. Alors, ce qui est très intéressant de vous entendre dire ça, c'est que un certain nombre de travaux, en particulier ceux de l'éthologie, ont montré qu'il y avait des cultures animales et que le symbolique, un grand philosophe qui s'appelle Ernst Cassirer a dit « l'homme est l'animal symbolique ». Eh bien non. Non, les travaux de l'éthologie montrent qu'il y a des cultures animales et que les animaux vont assez loin dans le symbolique, dans les comportements symboliques, et qu'un animal, en vérité, et là nous parlons pas des grands singes seulement, un animal, c'est un être vivant qui ne réagit pas simplement à un stimulus par un comportement, mais qui réagit à une question par une réponse, c'est-à-dire qu'il y a toujours déjà de l'interprétation dans la réponse de l'animal à la question qui se pose dans son environnement. C'est vrai que la question du propre de l'homme est tombée d'elle-même, parce que tous les grands critères qui étaient d'ailleurs énoncés sur le mode singulier, la bipédie, l'outil, la vie sociale, la sexualité, tout ça était presque avec de grandes majuscules et qui distinguait l'homme de manière radicale de ce qui l'entourait au plus près. Donc aujourd'hui, on passe de l'animal aux animaux, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on voit émerger avec le genre Homo, une fois de plus, ce qui est discursif, c'est-à-dire que la capacité d'énoncer à la fois le symbolique qu'on vient d'évoquer, ou d'autres manières de faire, ou des actes, ou des obligations. Alors là, une fois de plus, ce qu'on a démontré, c'est que chez les grands singes, les plus proches de nous, comme les chimpanzés notamment, il y a capacité d'exprimer notre langage, même de manière très simple. Mais en tout cas, ils ont les mêmes capacités cognitives fondamentales. Sauf que chez eux, ça va saturer au bout d'un moment, parce qu'ils ont une autre trajectoire évolutive, et chez nous, ça va se développer de manière absolument remarquable. Donc à partir de là, le genre Homo, ce n'est pas que la capacité de parler, il y avait certainement des langages beaucoup plus simples chez nos ancêtres australopithèques ou des lignées assez proches, mais on voit qu'effectivement, à travers les outils, à travers l'organisation de l'espace, à travers la complexification du jeu social, qu'on arrive à reconstituer par l'archéologie, donc ce qui va changer chez nous, c'est cette capacité d'interroger le monde, plus que peut-être que d'avoir des capacités complexes d'y répondre. Est-ce que vous diriez que la chose qui manque aux animaux, c'est le sens de la beauté, le sens esthétique? Oui, je crois que... Alors, c'est là qu'on retrouve Frédéric Scull, c'est oui. L'homme est un créateur de monde, dans ce sens où il est capable de créer sa propre beauté, sa propre esthétique, et l'homme est une des rares espèces à transformer son corps. C'est-à-dire que, vous citez dans vos livres Walter Benjamin, qui dit qu'effectivement, le langage est une forme qui n'implique pas
que la langue, qui implique aussi le corps, l'esthétique. D'ailleurs, la cosmétique est un terme qui est galvaudé aujourd'hui, ça veut dire c'est se mettre en rapport avec le cosmos, en tout cas la manière dont on se le représente. Et à partir de là, il y a des oiseaux magnifiques, il y a des parades, des allures, mais là, c'est des phénomènes de sélection sexuelle. Voilà. Mais en tout cas, il y a des émotions autour de cela, et peut-être que les sources de nos émotions ou autres sont peut-être une dérivation qui viennent de là. Peut-être que les dessins faits dans les cavernes préhistoriques sont en prise directe sur quelque chose d'ordre animal ? Non, on est déjà, me semble-t-il, dans des champs de la représentation. On ne représente pas l'animal pour ce qu'il est. D'ailleurs, dans l'art préhistorique, c'est très intéressant. On le voit trop souvent comme un art animalier, alors qu'en fait, il y a des styles, on les reconnaît très très bien. Il n'y a jamais de scène de vie, d'ailleurs. Donc, ils sont des médiateurs, ce sont des représentants symboliques de leurs croyances sur le monde et de ses valeurs. Et bien, ça va au-delà. On s'est aperçu qu'en définitive, tout ce qui était de l'ordre de l'esthétique, de l'utilisation des colorants, des maquillages, des transformations du corps, peut-être de manière indirecte, remonte à bien au-delà de notre espèce, c'est-à-dire bien avant l'art préhistorique. Et là, nous sommes sur quelque chose qui vient à peut-être 1 million d'années ou 1 500 000 ans. Et alors, je voudrais ajouter une chose à la question comment définir l'homme. Je suis pour une définition négative de l'homme, parce que dès qu'on définit l'essence humaine ou le propre de l'homme, on est amené immanquablement à écarter des populations qui ne sont pas conformes à ces critères, qui n'ont pas le même rapport au symbolique, écarter de l'humanité tous les handicapés, mentaux en particulier, qui ne sont pas capables des performances qui sont le propre de l'homme, etc., etc. Donc, je crois que la définition du propre de l'homme, la définition métaphysique, mais je crois que nous sommes bien d'accord là-dessus, la définition métaphysique du propre de l'homme est extrêmement criminogène. C'est-à-dire que la métaphysique, qui définit le propre de l'homme, a d'abord défini le propre de l'homme européen, le propre de l'homme normal, le propre de l'homme masculin, etc., etc. Et toutes les critiques que nous pouvons faire aujourd'hui au phallocentrisme, à l'européocentrisme, sont des critiques qui mettent en cause cette volonté de définir le propre de l'homme. Je serai donc très, très précise là. Il ne faut pas définir le propre de l'homme. On peut marquer la singularité humaine, et vous êtes très bien placé en tant que paléo-anthropologue pour le faire, mais marquer de façon modeste la singularité humaine et l'évolution qui s'ensuit. Mais en tout cas, complètement récuser ces concepts métaphysiques que je considère comme criminels. Il y a d'abord un héritage, vous l'avez souligné, de la culture occidentale, qui est ce dualisme qui oppose l'homme avec la nature, l'inné, l'acquis. Et donc, à partir de là, ça a été tout de suite un facteur d'exclusion. Claude Lévi-Strauss, d'ailleurs, a une phrase absolument remarquable à cet égard, dans laquelle il dit « À partir du moment où on a défini l'animal, on avait créé un concept abominable dans lequel on allait rejeter ceux que l'on ne considérait pas comme nos égaux. » Donc, ça a été évidemment les autres peuples, ça a été les sauvages, les animaux, bien sûr, mais aussi les femmes, les handicapés ou autres. Donc, en vous lisant, il y a quelque chose qui m'avait frappé, où vous dites « Est humain ?» tout individu qui est issu de gamètes humains. Donc à partir de là, c'est pas du réductionnisme, mais on revient à presque par nécessité, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité, d'en revenir à un humain est engendré par des humains. Voilà. Alors la grande difficulté pour moi, c'est à partir de quand dans le temps on a des hommes et des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle un petit peu de Néandertal ? Parce que cette découverte, cette publication par la revue Nature, d'un métissage, oui. D'un métissage de l'homme eurasien avec l'homme de Néandertal, et qui aurait eu lieu sur l'emplacement actuel d'Israël, est quelque chose d'absolument extraordinaire et je dirais que c'est extrêmement amusant, parce que c'est le lieu même où est née l'idée créationniste, monogéniste. Je rappelle que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont monogénistes. On descend tous d'un seul et même homme. Mais que ce soit ce petit rectangle carré d'Israël,
comme c'est dit dans la revue Nature, qui soit à l'origine d'un métissage entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, il y a une sorte de pied de nez de l'histoire naturelle là que j'aime beaucoup. Alors c'est une belle histoire. D'abord, j'ai eu la chance de travailler avec monsieur Bernard van der Merch, qui a été le premier dans les années 1980, c'est très important, à mettre en évidence que les hommes de Néandertal et de Cro-Magnon étaient contemporains au Proche-Orient, donc en Israël, Irak également, Syrie maintenant, mais qu'en plus, les deux enterraient leurs morts. Donc du coup, comme la tradition occidentale était qu'il n'y a qu'un seul homme à l'image de son créateur, nous étions très embarrassés avec cet autre homme, qui d'ailleurs physiquement, bon c'est un homme, hein, tout le monde le reconnaît comme un homme, mais qui présente des différences quand même assez évidentes d'un point de vue anatomique, donc l'homme de Néandertal, et le réflexe a été celui-ci. Faisons de Néandertal une sous-espèce de notre espèce à nous, Homo sapiens. Alors sous-espèce, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur, mais une variété donc du Nord. Et au fil du temps, donc la génétique est arrivée, et l'évidence était celle-ci, nous avions deux espèces biologiques différentes. Alors c'est le même laboratoire, c'est fascinant, qui avait mis ça en évidence, mais avec un autre type d'ADN, ils s'aperçoivent qu'il y a eu mixité. Donc du coup, on a retrouvé ce réflexe d'ailleurs, et là mes collègues scientifiques me déplaisent pas mal, je dois le dire, puisqu'ils disent non, Néandertal est inférieur. Donc c'est comme si on n'arrivait pas à sortir de cette vision héritière d'une certaine métaphysique qui mettait l'homme au centre de tout, et puis les autres sont forcément inférieurs ou en dehors de la sphère de l'humain. Donc aujourd'hui, de la même façon que je récuse, comme on le voit dans certaines revues, le primate humain, donc l'homme et le primate non humain, ça ne veut rien dire. L'humain est de l'ordre de la philosophie. L'homme de Néandertal ou le chimpanzé est de l'ordre de la biologie. Ah. Et ça, il faut bien le distinguer. Est-ce que l'homme de Néandertal est de l'ordre de la biologie et pas de l'ordre de... Alors, pour moi, Néandertal, d'un point de vue biologique, enfin pour moi et d'autres, évidemment, c'est une autre espèce biologique, mais qui est tout aussi humaine. Donc à cet égard, en tout cas c'est ma position personnelle, parce que les deux sont dans une réflexion autour de la mort, de la spiritualité. Est-ce que ça ne met pas en cause l'origine unique de l'humanité? Pas du tout. Pas du tout, parce que l'histoire est la suivante. Néandertal et nous, les Homo sapiens, avons un ancêtre commun. Nous nous sommes séparés il y a 500 000 ans. Donc Néandertal évolue au nord, oui. Europe et Asie. Nous, c'est le sud, Afrique et Proche-Orient. Donc il est certain que dans les périodes les plus anciennes, les deux lignées n'avaient pas encore suffisamment divergé pour qu'il n'y ait pas encore une certaine forme d'interfécondité. C'est ce dont on s'aperçoit avec ces études. Et puis depuis 100 000 ans, arrive l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme très récent à l'origine de toutes les populations actuelles, qui lui était déjà beaucoup plus engagé dans sa dérivation par rapport au Néandertal, et qui va plus du tout être capable de se reproduire avec des Néandertaliens qui, quant à eux aussi, avaient continué à dériver dans leur sens. Donc, ceci ne met pas en cause cela. Simplement, on a traîné dans nos bagages génétiques, dans toutes les populations eurasiennes, un petit peu de l'héritage de Néandertal, mais néanmoins, nous avons bien affaire à deux espèces différentes, mais qui participent d'une même humanité. D'ailleurs, comment auraient-ils pu se reproduire entre eux s'il n'y avait pas eu donc une notion d'appartenance à une même entité, en tout cas? Alors, d'un point de vue de l'évolution, l'homme est un animal. Alors, la définition de l'animal pour les naturalistes, ça englobe des millions d'espèces. Donc, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'homme est un animal parmi les autres. Une fois qu'on a dit cela, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas son identité. Donc, on a ce qu'on appelle la systématique. Il y a, non pas un ordre du vivant, mais une classification du vivant qui vient d'une histoire. Ce qui est important de dire dans cette affaire-là, c'est que les mécanismes de l'évolution qui s'appliquent aux autres animaux comme à l'homme sont les mêmes. Par contre, en effet, aucune espèce n'est identique à l'autre. Donc, déjà, la question d'elle-même tombe. Mais évidemment, il y a une spécificité humaine, puisque, à ma connaissance, je crois que nous sommes les seuls à nous poser la question, justement, de ses origines. Alors, un animal comme les autres, bien sûr, c'est un animal. De toute façon, ce n'est pas nouveau. C'était découvert par Linné. Mais il faut essayer de comprendre que la différence ou la singularité humaine doit être marquée de façon assez forte. Personnellement, je ne parle pas de l'animal humain.
Alors là, il y a probablement des considérations éthiques et politiques. D'abord parce que si on parle de l'animal humain, on va finir par dire qu'il y a des humains qui sont plus animaux que d'autres et on retombe sur le racisme. Et puis, je considère que on froisse nos congénères en leur disant qu'ils sont des animaux. Dans la mesure où je souhaite que la responsabilité s'éveille, une responsabilité s'éveille des hommes vis-à-vis des animaux, sur différents plans, je ne pense pas que c'est en traitant les hommes d'animaux qu'on éveillera cette responsabilité. Il y a là, chez les êtres humains, quelque chose qui peut être développé de l'ordre de l'altruisme, dont je sais bien que Darwin disait qu'il était très présent chez les animaux, chez les singes en particulier, mais disons que cet altruisme humain est développé vis-à-vis non seulement des congénères, mais des êtres vivants qui sont extérieurs au cercle des congénères. Voilà, alors animal-humain, ça me contrarie. Il me semble qu'il y a justement dans la philosophie une interrogation sur l'humain, sur la singularité de l'humain, sur la singularité de la culture humaine, alors qu'il y a aussi des cultures animales, et que tout cela doit être pris en compte à chaque moment du discours. La vraie difficulté qu'il y a eu pendant longtemps, c'est que la singularité de l'humain a été donc établie dans l'ignorance des espèces les plus proches de nous. D'ailleurs, Charles Darwin lui-même avait proposé un programme de recherche sur les origines de nos capacités mentales dites supérieures. Le bien, le mal, la morale, l'empathie, la sympathie. Donc il y avait tout cela. Et de ce fait, cette grande tradition dont nous sommes les héritiers a été dans un contexte particulier. Le bassin méditerranéen, où là, il n'y a pas de singes à l'état sauvage. Donc, quand les singes sont arrivés au XVIIIe siècle, ça a été fascinant, quoi. Diderot, Rousseau, pour citer des noms tels que ceux-ci, ont eu une véritable interrogation autour du caractère humain de ces grands singes. Et ce n'était pas nié dans leur idée, c'était pas nier l'homme. Hein. Donc, derrière cela, c'était quand même assez fascinant parce que déjà la notion de responsabilité était là. Et je me souviens avoir lu Claude Lévi-Strauss disant que Rousseau préférait prendre le risque de mettre les grands singes dans le genre humain, voilà, quitte à les éloigner plus tard, mais avec dignité. Donc ça, c'est déjà, ce message a été perdu pendant un an. C'est très exceptionnel, ça. Ce qui m'a beaucoup frappé, toujours, c'est que c'est la découverte de l'épigénèse, la découverte de l'évolution qui commence déjà avec Buffon et Diderot, ne s'est pas accompagnée d'une prise de responsabilité vis-à-vis de nos, on va dire ça mal, de nos frères inférieurs, de nos proches. Effectivement. Il y a eu déjà une réflexion quand l'évolution est devenue quelque chose de connu, même si on ne comprenait pas bien ces mécanismes, hein, parce que cette théorie, en fait, a eu beaucoup de difficultés à se faire bien comprendre. On parlait d'hominisation, comme s'il y avait un processus qui amenait à l'émergence de l'homme, quoi qu'il advienne. Donc, ça ne s'est pas du tout passé comme cela. Je rappelle qu'Homo sapiens, et c'est en ce sens que déjà, nous ne sommes pas des animaux comme les autres, Homo sapiens est la seule espèce qui va s'installer partout, dans tous les écosystèmes. Les déserts brûlants comme les déserts glacés, du niveau des mers jusqu'aux plus hautes altitudes, forêts denses, savanes ouvertes, etc. Mais dans cette grande expansion, il va y avoir un constat, au départ inconscient, c'est que ce succès va passer par l'élimination des espèces les plus proches de nous, dans l'ordre de l'évolution, si je puis dire, si je peux employer cette expression. D'abord, ça va être l'élimination des autres hommes, Néandertal, Solo, les petits hommes de Flores. Aujourd'hui, ce sont les grands singes. Nous arrivons en Australie, c'est les grands marsupiaux. Nous arrivons donc dans les Amériques, c'est les grands mammifères. Bref, notre succès passe par cette extinction qui n'était pas consciente, j'insiste, mais qui aujourd'hui est connue. Donc du coup, nous ne pouvons pas être des animaux comme les autres, puisque nous avons cette responsabilité. Ce n'est pas une culpabilité, nos ancêtres se déployaient et assuraient leur survie. Sauf qu'aujourd'hui, la connaissance est là, et de ce fait, pour employer une expression connue, une espèce d'effet réversif de l'évolution. Alors on peut être d'un cynisme absolu en disant « c'est le succès d'Homo sapiens et puis mort aux vaincus ». Non, je crois qu'effectivement, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos compagnons d'évolution. Il y a eu une vision très caricaturale et
obsolète, fausse, donc biaisée, de la sélection naturelle. La sélection naturelle n'a jamais été la loi du plus fort. Il y a beaucoup de critiques à cet égard, et très souvent, la théorie de l'évolution a été vue à travers des dérives comme le darwinisme social, c'est-à-dire qu'on élimine les pauvres, on ne les élimine pas, mais on ne les aide pas, comme ça, une loi naturelle, soi-disant, veillera à ce qu'ils soient éliminés par eux-mêmes. Et puis l'eugénisme, qui consistait, alors c'est un cousin de Darwin, hein, Sir Galton, à éliminer les autres sur leurs différences biologiques. Tous les biologistes, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, seront eugénistes. Donc là, attention, il y a eu des dérives, mais entre-temps, il a fallu repréciser ce qu'était la sélection naturelle. La sélection naturelle, ça veut dire que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. Donc du coup, quand on avait cette idée fausse de la sélection naturelle, qui consiste à dire prendre la place de l'autre, l'éliminer pour en tirer les avantages, du coup l'idée de bien de mal, d'empathie, de sympathie n'était pas possible à travers les moyens de la sélection naturelle. Or, aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que chez beaucoup d'espèces, notamment les grands singes proches de nous, eh bien, le fait social, et comme vous l'avez dit, la notion de responsabilité chez les mères vis-à-vis des petits et même des mâles qui peuvent protéger, ou même les femelles qui sélectionnent des mâles tolérants et protecteurs, comme chez les macaques et les babouins, eh bien, ceci est à l'origine de comportements que nous avons beaucoup plus développés, mais qui, en ce qui nous concerne, dépasse le cadre de la fratrie, le cadre du groupe. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité qui va vers ceux qu'on ne connaît pas et vers aussi peut-être les autres espèces. C'est ça la responsabilité que nous a laissée l'évolution. Quant à parler du devenir de l'homme, s'il continue à évoluer, oui, forcément, il y a de la variation génétique, il y a des mouvements de population. Bien sûr, on évoluera d'une manière biologique. Seulement, la plupart du temps, on se livre à un exercice simpliste et naïf qui consiste à faire des extrapolations sur l'évolution de la taille corporelle, du cerveau, depuis 2 millions d'années. Or, par exemple, l'homme de Cro-Magnon, qui est vous et moi, il y a donc 20 000 ans, même 10 000 ans à peine, était beaucoup plus costaud que nous, avait une grande taille corporelle, avait un plus gros cerveau. Donc ça a diminué depuis le néolithique. Alors ça, on verra ce que ça donne, hein, on le voit bien sur des phénomènes de malévolution, par exemple. Hein. L'obésité, par exemple, c'est pas lié à la génétique, hein, c'est lié à des changements d'environnement récents. Donc ça, si, on ne l'aurait pas imaginé. Donc, laissons cela. Le plus important pour nous, c'est l'avenir, semble-t-il, de ce que sera l'humanité sur cette Terre. Et on n'est pas sorti de l'évolution, soyons très clairs. Hein. Nous sommes encore contraints par cela. Mais l'évolution nous a légué quand même cette capacité d'avoir une longue vie, qu'on a exprimée d'ailleurs par l'amélioration de nos sociétés, des conditions de vie, notamment dans les pays développés, pas tous malheureusement comme on le sait. Et puis malheureusement, ce qui me trouble un peu, c'est qu'on a tendance un petit peu à oublier l'histoire. Quand le mur de Berlin est tombé, M. Francis Fukuyama a écrit la fin de l'histoire, comme si nous étions arrivés à l'aboutissement logique d'un processus, du coup presque naturel, mais il ne s'agit pas de ça, évidemment. Donc il y a une confusion entre la nature, les processus naturels et les phénomènes de notre histoire. Alors, ce qui est très intéressant de vous entendre dire ça, c'est que on ne peut pas penser avec les mêmes concepts et dans les mêmes termes l'histoire naturelle, l'évolution et ce qui se passe dans la vie des sociétés et dans la vie des hommes. Les êtres humains ont une histoire. Et on ne peut pas réduire, par exemple, les guerres à des purs conflits de territoire. Même si les nazis parlaient de l'espace vital, on ne peut pas réduire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à une conquête de l'espace vital, au sens où des animaux se disputeraient des territoires. On ne peut pas comparer une société qui est capable de faire la nuit du 4 août, ou bien une société qui est capable, dans les premiers temps de l'Église, de se convertir individuellement ou collectivement au christianisme, à des bandes de singes multimâles, multifemelles, qui ont des pratiques d'assistance mutuelle, qui ont des pratiques culturelles, d'apprentissage, de gestes de la mère vis-à-vis de l'enfant, du petit. Ce qu'elles ne sont pas capables de faire, c'est d'avoir une vision globale de la société à laquelle ils appartiennent. On ne peut pas mettre sur le même plan la socialité, et ça c'est peut-être un point sur lequel nous divergeons, la socialité des grands singes et l'historicité humaine. Le plus intéressant, effectivement, c'est l'homme qui est un être d'histoire. Par contre, ce qui me trouble beaucoup, il y a eu une tradition philosophique qui consistait à dire que les autres peuples,
en dehors de l'écriture n'était pas dans l'histoire. Alors je vais raconter une histoire qui avait étonné chère Elisabeth. C'est qu'en définitive, on a regardé les autres espèces proches de nous, comme les animaux, même d'ailleurs je dirais qu'on a même observé de la même façon les autres peuples, en ethnologie, les sauvages, comme on les a appelés à une époque, d'une manière qui ne permettait pas de voir de l'histoire. Donc, je vais donner un seul exemple. On croit que les espèces les plus proches de nous, ou d'autres, sont un peu figées dans leur comportement, ce qu'on appelle les instincts. Mais lorsqu'on commence à avoir une vision longitudinale, c'est-à-dire régulière dans le temps, comme les chimpanzés de Gombe Stream, étudiés par Jane Goodall, eh bien, je vais vous donner un exemple qui est assez amusant, qui est très peu cité. Chez les chimpanzés comme chez les hommes, au moment de l'adolescence, ce sont les mâles qui restent ensemble toute leur vie et les femelles qui migrent pour se reproduire. La règle générale est l'inverse. Ce sont les femelles qui restent ensemble et les mâles qui s'en vont. Donc, exception, les hommes et les chimpanzés. Il se trouve que nous sommes les plus propres génétiquement. Donc, on pourrait dire, réductionnisme stupide, il y a un gène de l'exogamie des femelles qui leur dit « ding ding, il est temps de partir ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Et par exemple, l'histoire de la domination des mâles chez les chimpanzés dits robustes, par rapport aux autres chimpanzés qu'on appelle graciles ou bonobos, eh bien, c'est pas dans les gènes. C'est parce que les femelles se sont débrouillées à un moment donné pour empêcher les mâles de se coaliser. Mais simplement, on n'a pas observé cela. Donc là, j'interprète. Mais j'ai une histoire qu'on a observée, celle-là, parce qu'elle est filmée. Chez les chimpanzés de Jane Goodall, les femelles d'un clan dominant ne migrent pas. La règle, je l'ai dit, c'est migrer à l'adolescence. Elles ne migrent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le pouvoir. Donc elles prennent la décision de ne pas respecter la règle que doivent observer les femelles. De ce fait, elles sont embêtées. Après, il faut régler l'inceste. Et elles le régulent parce qu'effectivement, si un mâle un peu libidineux décide de courtiser une jeune femelle, auquel cas le groupe réagira. Donc là, vous voyez, je ne veux pas dire qu'il y a une histoire chez les chimpanzés comme chez nous, où il y a tellement d'événements qui ont été retransmis par la tradition, par l'histoire en tant que discipline, la politique évidemment. Il ne s'agit pas de cela, mais c'est de montrer qu'effectivement cette notion d'histoire, malheureusement, on ne savait pas donner les moyens de l'observer, même si ce n'est pas l'histoire avec un grand H, chez les autres espèces. Bon, ça c'est une chose, mais aussi chez d'autres peuples qu'on a autour de nous. Et donc effectivement, moi je crois que l'avenir de l'homme aujourd'hui sera beaucoup plus dans sa capacité de bien comprendre ce qu'est l'histoire, en effet, puisqu'en définitive, nous sommes les héritiers donc, de traditions et de douleurs quand même considérables qu'il ne faudrait pas oublier. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui a peu de mémoire sur les événements majeurs qui ont marqué donc, notre modernité. C'était très intéressant, mais c'est déjà fini. La semaine prochaine, on se retrouve même endroit, même principe, deux invités en face à face pour affronter des points de vue.